faut voir d'où on part, c'est-à-dire que l'ensemble des débats économiques et politiques dans le XXe siècle, ils ont été focalisés sur la complémentarité et l'antinomie entre marché et État. Donc les associations ont été considérées soit comme un sous-service public, soit comme une entreprise privée un peu amateur qui serait en quête de professionnalisme. Donc on a du mal, en venant de ces clichés, à cerner véritablement quelle est la plus-value associative. La plus-value associative, elle suppose, je crois, de rentrer dans le XXIe siècle avec l'idée que dans des sociétés complexes, de plus en plus individualisées, il ne peut y avoir une action publique uniquement par une technocratie qui, au sommet, pourrait connaître les besoins de tout le monde. Il faut maintenant que l'action publique, pour qu'elle soit vraiment ajustée à ce qui est nécessaire dans cette société, il est indispensable qu'elle soit conçue à la fois par les pouvoirs publics et par l'action citoyenne à travers les associations. L'action publique du XXIe siècle, l'action publique de demain, celle qui sera véritablement ajustée à ce dont on a besoin, c'est une action qui pourra à la fois s'alimenter de ce que mettent en œuvre les politiques publiques, les pouvoirs publics, mais aussi de ce que peut constater l'action citoyenne sur divers terrains et comment est-ce que les associations peuvent alimenter cette réflexion publique. Ça a déjà existé dans le passé, puisqu'il y a eu beaucoup de problèmes publics qui ont été repérés par des associations, puis ensuite qui ont été reconnus dans l'action publique, mais c'est quand même une autre génération de l'action publique si on veut intégrer ça de manière systématique. Donc je crois que nous avons des difficultés en France parce qu'il y a toute une partie de l'administration publique qui s'est conçue historiquement comme détenant le monopole de l'intérêt général et qui a beaucoup du mal à le co-construire, à le co-élaborer avec les associations. Mais ça réclame aussi des efforts de la part des associations. C'est-à-dire que pour rentrer dans cette nouvelle génération d'action publique, je crois que les associations ont besoin de mettre en place plus encore demain qu'hier, des espaces d'auto-réflexion collective qui leur permettent de faire le point sur ce qu'elles peuvent proposer. Il y a nécessité aussi que les espaces qui sont dédiés à l'expression des usagers soient plus systématiquement travaillés. Et je crois que c'est aussi la manière dont l'implication bénévole peut être valorisée qui est posée dans les fonctionnements associatifs. D'une certaine façon, ça rejoint la discussion antérieure sur les systèmes socio-économiques, puisque l'association se distingue par sa capacité d'élaboration dans l'action publique, mais se distingue aussi par le fait qu'elle peut articuler, combiner à la fois des ressources venues des pouvoirs publics, mais aussi des ressources qu'elle est seule à pouvoir agréger, puisque c'est des ressources volontaires bénévoles, et aussi dans un certain nombre de cas des ressources marchandes. L'un des problèmes très présents pour les associations, c'est d'être engluées dans les contraintes budgétaires et le fonctionnement gestionnaire. Et donc je crois que ça, c'est la fausse bonne solution, parce que ça peut atténuer peut-être un certain nombre de tensions à court terme, mais c'est intenable à moyen et long terme, parce que ce à quoi nous sommes confrontés plus généralement dans la société, c'est le risque de tensions plus fortes, c'est le risque d'un autoritarisme plus marqué, et je crois que les associations doivent se situer dans ce débat de société qui est encore implicite mais qu'on voit affleurer, comme porteuses d'un modèle qui soit un modèle de démocratie renouvelée. Et je crois que l'avenir des associations est beaucoup plus dans la réaffirmation de leur rôle dans la transformation sociale que dans une logique conformiste gestionnaire. Avant les instances sociales, j'ai vu une affiche SOS Victimes. Et j'avais vraiment besoin de trouver quelqu'un qui comprenne ma situation justement de victime. Et j'ai contacté l'association. Et tout de suite, j'ai eu un entretien très rapidement, en fait, suite à ça. Moi, j'avais besoin d'être reconnue. Mon objectif, c'était vraiment la reconnaissance. Je voulais être vraiment reconnue comme victime. C'était pas évident, parce que je ne voulais pas forcément tout ce qui était aspect financier, ça venait après pour moi tout ça. J'avais besoin, pour me reconstruire, de savoir pourquoi, comment j'en suis arrivée là, quelles étaient les procédures, quelles étaient les aides apportées, et je ne savais rien. On ne m'a jamais guidée ou conseillée à ce niveau-là, même de par mon avocat, rien du tout. Et quand j'ai demandé aux policiers, ils m'ont dit « vous devez voir avec mon avocat », donc à chaque fois, je n'avais pas de réponse concrète.
Et quand je suis arrivée à l'association, effectivement, tout de suite, ça a été une écoute. On a cerné un petit peu ensemble quelle était ma situation, où j'en étais dans les procédures, parce que ça a été très vite en ce qui me concerne. Et j'avais besoin d'être préparée. C'était pas évident. Et là, mon angoisse première, c'était de me rendre dans un tribunal. Quand on n'a jamais rien fait, pour moi, j'avais rien à me reprocher. Je me demandais même pourquoi je devais aller au tribunal. Tout ça, je ne le comprenais pas et on me l'avait pas expliqué. Et donc, on me l'a expliqué, quel était mon intérêt. J'ai eu un accompagnement tout de suite. On m'a proposé un accompagnement parce que j'étais vraiment pas bien, j'étais perdue. Je me sentais coupable d'être dans cette situation, d'avoir imposé cette situation à mes enfants et à ma famille. Donc j'étais vraiment pas bien. À côté de ça, j'ai eu un accompagnement très très vite. Aujourd'hui, je suis encore d'ailleurs accompagnée. Les faits se sont produits il y a 2 ans, quasi, il y a 2 ans, et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cet accompagnement. Les procédures sont longues, il y a plusieurs procédures, il y a du pénal, il y a du civil. Moi, tout ça, je n'arrivais pas à le distinguer. Donc j'ai tout ce suivi psychologique, aide, accompagnement, donc soutien administratif. Là, j'ai une audience d'ailleurs aujourd'hui même, où je me suis présentée, constituée partie civile. Je n'ai pas fait appel à mon avocate, j'ai dit ça suffit. L'association m'a aidée à constituer et à remplir ce document, qui pour moi, pareil, c'était encore une inconnue. Donc si je n'ai pas cet accompagnement, comment je peux faire ? J'ai même eu, au-delà de ça, un accompagnement, enfin une aide pour expliquer avec du recul, sans que moi je le fasse, à mes enfants ce qui m'était arrivé. Donc toutes mes questions, mes interrogations, quand ça ne va pas, quand monsieur recommençait son chantage, la pression psychologique, savoir ce que je devais faire, si je devais faire une main courante, une plainte, voilà, parce qu'il y avait différents documents. À chaque fois, et là, tout ça, je l'ai eu. Je l'ai eu et je ne m'y attendais pas, à un tel suivi, à une telle écoute. Et je sais que j'ai l'expertise des professionnels. Si j'ai un suivi à l'extérieur, ce sera jamais pareil. Ils ne connaissent pas tous ces termes juridiques, voilà, confrontation, médecine légale, tout ça. Enfin, moi, les termes juridiques, ça ne leur parle pas. Je peux avoir un suivi psychologique, mais c'est pas la même chose que quand on rencontre, qu'on est vraiment dans le vif du sujet. Et j'en ai besoin. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je sais que mon accompagnement, il durera le temps que j'en aurai besoin, en fait. Et pour l'instant, j'en ai besoin. L'association a essayé de faire en sorte que je puisse avoir la personne, l'intervenant, qui s'occupait de monsieur. Et moi, j'avais besoin de savoir, avant tout, toutes procédures diverses et autres. Ça, c'était autre chose, c'était vraiment côté juridique. Mais lui, en tant qu'individu, comment il se comportait quand il venait aux entretiens, s'il allait bien au suivi qui lui était imposé. Et là, à mon grand étonnement, donc, j'ai réussi à avoir le numéro, le nom, vraiment très rapidement, par l'association. Donc là, ça a été très très bien. Ma rencontre avec le page s'est passée de la manière suivante. Donc j'ai eu un rendez-vous avec la déléguée du procureur de la République, ainsi qu'avec mes parents, pour définir ce que je devais faire comme mesure de réparation pénale. Donc elle m'a proposé de venir au page pour effectuer un certain nombre de séances avec un éducateur qui m'ont permis d'expliquer, de revenir sur les faits, sur tout ce qu'il peut y avoir, tout ce que ça a pu engendrer à côté. Dans l'accompagnement, j'ai eu affaire à un éducateur avec lequel j'avais des séances d'environ 1 heure. Pour décomposer un peu la séance, pendant les 20 premières minutes, on parlait essentiellement des faits et de ce que ça a pu engendrer après ces derniers. Et ensuite, pendant les 40 autres minutes, on parlait plus de ce que ça a pu engendrer au niveau social, familial et puis personnel. Et donc on développait chaque point pendant une quinzaine de minutes, à chaque fois, après avoir parlé pendant 20 minutes des faits. Ça m'a apporté 2 choses différentes. Une première chose sur le plan familial et social, et une chose sur le plan plus personnel. C'est-à-dire que sur le plan familial, ça m'a permis d'avoir un rapprochement avec mes proches, de pouvoir être en mesure de leur expliquer également, comme à la victime, les faits exacts et les raisons pour lesquelles ça s'est passé. Et puis plus personnel, dans le sens où
J'étais entre guillemets un peu perdu à la suite de mes bêtises et ça m'a permis de rebondir et de pouvoir gagner en maturité et puis d'évoluer dans ma vie future. Lors d'une séance, mon éducateur m'a demandé qu'est-ce que je comptais faire pour approcher entre guillemets la victime, pour pouvoir être en mesure de lui expliquer mes gestes, les raisons et comment. Et donc j'ai pu expliquer à mon éducateur que je souhaitais rencontrer cette victime pour pouvoir lui expliquer et lui apporter les réponses dont elle avait besoin.